Nord au sud du pays, les délestages rythment le quotidien des populations, freinant tout espoir de développement durable. Pourtant, des solutions concrètes existent, à en croire Guy Jared Lolangimbi, qui propose d'ailleurs une feuille de route pour sortir le pays de l'obscurité. Il nous en dit plus dans son ouvrage intitulé Bâtir pour l'indépendance, souveraineté électrique congolaise. Bienvenue dans la grande interview. Bonjour, monsieur Lolangimbi. Bonjour, Comment bonjour. allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, quelles sont vos impressions d'être parmi nous ce jour dans les locaux de Chileka Media? Un plaisir, une joie. Euh, Tout d'abord, je dis merci à l'ensemble de l'équipe, merci de votre invitation, merci pour l'échange d'aujourd'hui. Prêt pour parler de l'indépendance électrique congolaise? C'est toujours un plaisir de échanger, que ce soit sur le plan technique, humain, mais disponible pour répondre à toutes vos questions. Le 15 août dernier, la République du Congo a célébré son indépendance. Aujourd'hui, nous totalisons 66 années d'indépendance, 66 années de liberté, mais on aimerait savoir pourquoi est-ce que malgré l'obtention de cette indépendance, la République du Congo, avec les eaux qui le regorgent, avec toutes ces infrastructures, n'arrive toujours pas à résolver les problèmes d'électricité. Il n'y a pas qu'une seule cause, un seul problème. Oui, en 66 ans d'indépendance, il y a multi-causes pourquoi le Congo est toujours dans la difficulté d'accès à l'électricité, de bonne qualité de fourniture d'électricité. Le Congo a traversé plusieurs causes. Il y a des causes économiques, il y a des causes, des crises liées à des crises politico-économiques et militaires. Donc tout ça, si on englobe l'ensemble de ces causes, de ces crises, ça a entraîné le Congo dans le développement de son électricité. Il y a aussi la problématique de la bonne gouvernance au niveau de l'ancienne société SNE. Donc tout ça, en englobant l'ensemble de ces causes, ça entraîne une conséquence, la conséquence de la mauvaise qualité de fourniture de l'électricité. Oui, mais c'est juste qu'il y a un élément que je tiens à préciser, parce que nous avons plusieurs barrages, nous avons Oui. plusieurs cours d'eau, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à stabiliser le courant dans notre pays Comment on n'arrive pas à stabiliser le courant dans après notre... toutes ces années? Après toutes ces années, bon, c'est aussi un problème d'investissement. Et il y a eu des investissements peut-être mal ciblés. Et aussi le vieillissement des équipements au niveau des barrages existants et aussi peut-être pas une bonne politique de rénovation, de modernisation des équipements, que ce soit sur le plan de la production d'électricité, transport d'électricité et distribution d'électricité. Donc tout ça, en englobant tout ça, ça entraîne aussi la mauvaise qualité de fourniture d'électricité, ça entraîne des problèmes de délestage. Donc c'est des crises qui ont engendré ce genre de difficultés qu'on constate aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, pratiquement bientôt une décennie, quoi. Vous avez parlé de la SNE, alors j'aimerais vous poser une question de curiosité. Quel est le bilan que vous pouvez faire sur la société SNE? La société SNE, l'ancienne société SNE qui est Oui, avant qu'elle maintenant ne devienne caressée. EKRC à l'heure actuelle, le bilan, à mon avis, à mon humble avis, hein, je suis pas là pour stigmatiser les gens ou pointer du doigt des personnes. Je pense que c'est un problème de compétences et de ressources. Il y a eu des réformes structurelles et conjoncturelles. Le gouvernement a eu à constater qu'il y a eu toujours une mauvaise gouvernance de cette société. Pour moi, à mon sens, il faut beaucoup plus cibler sur des réformes systémiques en profondeur pour sortir cette société dans la grosse difficulté et moderniser cette société, que cette société soit à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Aujourd'hui, on parle de la EKRC. Si vous êtes demandé comment est-ce que vous pouvez jauger la Société nationale d'électricité qui n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de la EKRC. Comment évaluer le travail
de ces différentes, bon, ce sont pas des sociétés différentes, mais comment évaluer leur travail Comment évaluer leur de travail? l'ancien système et du nouveau système? Nous sommes que à l'extérieur, donc à l'intérieur de la société, ils sont bien mieux placés avec les partenaires sociaux pour évaluer quelle est la différence à l'heure actuelle entre EKRC et l'ancienne société SNE. En matière de fourniture électrique. En matière de fourniture d'électricité, certes, la société EKRC fait des efforts, mais à mon humble avis, ces efforts sont insuffisants. Il faut plus pour qu'on puisse constater réellement que l'ensemble du territoire du Congo, on n'a plus de problème d'électricité, on n'a plus de problème de délestage. D'accord, monsieur Lolangimbi. Dites-nous combien ça coûte à l'économie congolaise chaque année de ne pas avoir de courant stable. Je suppose que c'est beaucoup. Je n'ai pas de chiffres à vous donner parce que j'ai pas fait une étude approfondie pour dire que bon, c'est tant que ça coûte. Ça coûte combien? Mais sinon je veux dire des âneries. Je suis pas là pour dire des âneries. Certes, c'est un sujet très très technique, mais j'ai pas de chiffres à vous communiquer à l'heure actuelle. Mais je suppose que ça coûte énormément parce que l'électricité, on a besoin de l'électricité pour l'ensemble des choses au quotidien. Sans électricité, le pays ne peut pas se développer sur le plan économique, culturel, éducatif et autres. Donc, si on prend un exemple d'une boucherie, pour faire fonctionner sa boucherie, il a besoin de l'électricité. Sans électricité, ses produits alimentaires sont difficiles à conserver. Sans électricité, par exemple, un atelier de soudure dont on a des apprentis, comment ces apprentis-là peuvent faire de la pratique si tout le temps il y a des problèmes d'électricité, les postes à souder fonctionnent avec l'électricité. Donc ça coûte énormément à l'État congolais quand il n'y a pas d'électricité, parce que l'électricité, quand il y a l'électricité, les gens consomment de l'électricité et payent les taxes de l'électricité. Donc quand il n'y a pas d'électricité, les recettes sont moindres. Du coup, qui paye le plus grand tribut de cette crise électrique? Est-ce les populations ou l'État? Je pourrais dire les deux. Les deux, hein? Les deux, d'abord le consommateur, la population, consommateur que ce soit particulier, que ce soit collectivité. Moi, quand j'appelle les collectivités, ça veut dire les hôpitaux, les écoles, la gendarmerie, les polices, les entreprises. C'est eux aussi qui payent une grande partie de la crise énergétique électrique. Et il y a aussi l'État parce que ça permet pas à l'État d'avoir l'ensemble des recettes qu'il souhaite. Donc, entre production, transport, distribution et commercialisation, où est réellement situé le problème? Le problème se trouve sur les trois chaînes. La production, le transport et la distribution. Moderniser, construire les équipements de production, que ce soit les turbines, que ce soit les alternateurs, que ce soit les transformateurs, l'ensemble des équipements de production d'électricité, que ce soit côté hydroélectrique, faire appel à d'autres systèmes de production d'électricité, que ce soit la biomasse, c'est-à-dire valoriser les ordures ménagères, le brûler directement avec l'eau, ça produit de la vapeur, ça fait tourner la turbine, ça fait tourner l'alternateur et ça permet de produire de l'électricité. Valoriser aussi d'autres moyens des énergies fossiles pour produire de l'électricité et aussi la partie transport, c'est-à-dire moderniser, construire des lignes à haute tension, des très haute tension et la distribution, que ce soit les postes de source, les postes de transformation pour distribuer l'électricité vers les usagers, que ce soit les particuliers ou les collectivités. Est-ce que nous avons un personnel suffisamment qualifié pour pouvoir apporter ces réformes? Le personnel suffisamment qualifié, si il y a des compétences, mais faut valoriser ces compétences-là et aussi former l'avenir. C'est très important. Il y a des anciens de la SNE qui sont maintenant dans le EKRC ou d'autres prestataires qui tournent autour de cette société. Il y a des compétences, mais bien cibler ces compétences, les valoriser et former l'avenir. Sans formation, sans former l'avenir, c'est difficile pour avoir des compétences à long terme, c'est-à-dire dans 20 ans, dans 30 ans. D'accord, monsieur Lolangimbi. Vous parlez également de la souveraineté électrique congolaise. On aimerait savoir qu'est-ce que vous entendez par là? Souveraineté électrique au niveau du Congo, moi j'appelle ça d'avoir de l'autonomie. C'est-à-dire produire en local, consommer en local. Avoir l'autonomie d'abord en interne dans tout l'étendue du Congo. Le Congo a le potentiel hydroélectrique,
Il y a le soleil. Le soleil, c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie donnée par la nature. On peut, pourquoi pas, valoriser cette énergie en construisant des parcs solaires qui vont permettre de produire de l'électricité et le mettre dans le réseau, transport et distribution. D'accord, de manière technique, sinon concrète, quelles sont les grandes étapes à respecter pour pouvoir sortir notre pays de l'obscurité, comme vous le dites dans votre ouvrage? Les grandes étapes, c'est bien, faut aussi cibler la politique de maintenance. Sans maintenance des ouvrages ou des équipements de production, de transport, de distribution de l'électricité, c'est très très difficile d'avoir le bon fonctionnement de ces installations. Quand j'appelle maintenance, c'est-à-dire la maintenance préventive, la maintenance curative. Je peux vous donner un exemple. Si vous avez une voiture, vous faites de la vidange pratiquement tous les mois. C'est une forme de maintenance pour éviter des pannes, pour éviter des difficultés. Donc, ces installations ont besoin de faire de la maintenance préventive et curative, de telle sorte qu'il y ait de bons fonctionnements de ces installations-là, pour que ces installations-là soient toujours performantes en termes de sécurité, sûreté et en termes de KD. KD, c'est-à-dire la bonne production de l'électricité. Du coup, combien ça coûte cette souveraineté électrique? Ça va coûter des milliards, ce n'est que normal. Quand on a envie d'être souverain et d'être autonome sur un domaine bien précis, faut se faire mal, faut se saigner, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour l'intérêt général. Et où trouver de l'argent sans pouvoir endetter encore une fois de plus le pays? J'estime que le Congo a suffisamment de moyens. Nous payons tous des taxes. Le citoyen lambda paye des taxes. Il suffit sûrement de bien orienter ces recettes vers des priorités, et je considère que l'énergie électrique est une priorité pour tous. Dans votre manuel, hein, vous parlez également, vous pointez du doigt la gouvernance. Est-ce que le problème ici, c'est un problème d'homme ou encore c'est un problème du système? Non, c'est pas un problème d'homme. Moi, je n'aime pas parler des personnes. Moi, je parle de compétences et de ressources humaines. Dans l'ouvrage, je fais appel à des sciences sociales, dont l'anthropologie et la sociologie. Ce sont des sciences dont on a tendance à négliger. Alors, ces sciences-là nous permettent de comprendre l'humain, le comportement de l'ensemble de Congolais, parce que ces genres de réformes, il faut intégrer l'humain au centre des choses. Sans l'humain, on peut pas faire ces réformes dont on a besoin pour avoir une autonomie en électricité. Est-ce que la technique est de mise? Tout est lié. Mmh. Sans l'humain, sans la technique, on peut pas avoir le bon résultat qu'on cherche. Sans les moyens financiers, moyens techniques, on peut pas avoir les résultats qu'on cherche. Donc, tout est lié et que pour moi, on doit prendre à bras le corps l'ensemble des choses pour y arriver. D'accord, mais on va être réaliste. J'aimerais savoir si on applique votre feuille de route dès demain, en combien de temps est-ce que le Congolais lambda pourrait avoir de l'électricité chez lui 24 heures sur 24? C'est question de volonté et des questions de moyens. Moi, je raisonne pas à court terme. Il faut raisonner moyen et long terme. Ce genre de réforme, quand on fait ce genre de réforme, c'est dans 10, 15, 20 ans qu'on peut avoir des bons résultats. Un truc, ça se construit pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Il y a des études à faire, des études technico-économiques, environnementales et sociales. Donc, tout ça, ça prend du temps, mais c'est question de priorité et de volonté et de planification. Du coup, combien d'années faudrait-il attendre pour pouvoir concrétiser votre feuille de route ou encore pour pouvoir électrifier ou stabiliser le courant dans notre pays? Si on se donne le moyen dans 10 ans, on peut avoir quelque chose de fiable, de telle sorte que l'ensemble de l'étendue du Congo puisse avoir de l'électricité. 10 ans, vous dites? 10 ans, c'est-à-dire pour remettre à plat au niveau l'ensemble de ces équipements de production, de transport et de distribution. Mais il y a des pistes court-termistes dont on voit déjà quelques effets parce que Et quelles sont ces pistes court-termistes? Est-ce que vous pouvez les citer? Les pistes court-termistes, c'est-à-dire prendre à bras le corps la rénovation de ces installations, des équipements, des pièces de rechange, de telle sorte que ces équipements soient fiables et fonctionnels. Et à base de ça, progressivement, on peut aller vers des solutions plus fiables, c'est-à-dire dans la construction de nouveaux barrages, la construction de
d'autres moyens de production. Il y a un élément qui ne me laisse pas indifférent, en tout cas. Vous savez que Tcheleka Media, nous fonctionnons à la base de l'électricité. Sans électricité, on ne peut pas réaliser une émission telle que nous le faisons. Tout à fait. Le fait de dire qu'il va falloir attendre 10 ans pour que le courant devienne stable, ça, c'est comme nous mettre les bâtons dans les roues. Vous ne pensez pas? Pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble de toutes les populations congolaises. Non, quand je parle de 10 ans, c'est-à-dire dans la construction de nouveaux barrages, d'autres moyens de production. En dehors des barrages, vous parlez d'autres moyens de production. D'autres moyens de production, il y a la biomasse, on valorisait les ordures ménagères de l'ancienne société Averda. On peut le valoriser pour produire l'électricité. Dans d'autres pays, ça se fait. Pourquoi pas chez nous? Donc, il y a d'autres moyens de production, des énergies fossiles, le gaz. On l'utilise déjà pour produire de l'électricité. Donc, il y a d'autres moyens de production, modernisés. Et ces équipements de transport, de production et de distribution, ça fait partie des priorités et ça permet déjà d'avoir des solutions un peu viables. Hormis les autres sources d'énergie que vous évoquez, vous savez bien que moi, pour construire un barrage, il faut une durée de 5 ans. Oui. Au plus tard 6 ans pour opérationnaliser et distribuer l'électricité. Mais pourquoi est-ce que on ne place pas sinon la construction de ces barrages au cœur des priorités pour que nous ayons d'abord l'électricité avant de pouvoir recourir à d'autres sources d'énergie, par exemple? Bon, c'est la politique. Donc moi je suis pas là pour parler de la politique. Après, il y a des priorités. Est-ce que ça fait partie des priorités à l'heure actuelle? Je sais pas. Mais toujours est-il que produire de l'électricité, construire des barrages, ça demande du temps. Construire des centrales solaires, ça demande du temps. Dans d'autres pays, ils l'ont réalisé et ça donnait des fruits, des bons résultats. Donc pourquoi pas non? Mais c'est question de planification, d'organisation, de discipline et de priorité. Bâtir pour l'indépendance, souveraineté électrique, c'est votre feuille de route, c'est votre proposition. Hein. Vous proposez comment sortir de l'obscurité, prôner une souveraineté électrique. On aimerait savoir quelles sont les difficultés, quel est le principal obstacle face à de votre plan d'électrification. Quel est le principal obstacle que vous pouvez rencontrer, par exemple? Le principal obstacle que je peux rencontrer, c'est la question de ressources humaines. Le Congolais d'aujourd'hui, c'est pas le Congolais d'il y a 40 ans, 50 ans. Les mentalités ont changé. Donc, c'est pour ça que je me répète, je fais appel à des sciences sociales pour comprendre le Congolais d'aujourd'hui et essayer d'avoir des outils nécessaires qui peuvent être aide à la décision pour bien cibler les compétences, les ressources humaines et pour l'intérêt général, permettre qu'on puisse aborder ces réformes, ces rénovations, cette modernisation de la politique énergétique avec beaucoup de sérénité. Si vous êtes demandé, par exemple, de solliciter un appui financier, sur qui allez-vous compter? Sur le gouvernement, des partenaires étrangers ou? D'abord le gouvernement. Quand on veut être autonome, c'est d'abord se servir soi-même avant de demander de l'aide à l'extérieur. Quand on demande aussi trop de l'aide à l'extérieur, on n'est plus autonome. Mais je pense que on a les moyens pour financer cette modernisation, la construction des nouveaux barrages, la construction d'autres moyens de production de l'énergie électrique, la construction ou la modernisation des réseaux de transport et de distribution électrique, que ce soit des lignes à haute tension, basse tension, très haute tension, des postes de source, des postes de distribution. On a les moyens, donc je pense que le Congo peut faire face à ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement devrait accepter d'appliquer tout ce que vous proposez dans votre manuel? En quoi est-ce que cela se différencie des autres propositions qui ont été formulées avant vous, peut-être? Vous n'êtes pas le seul. Je suis pas le seul. Je me dis toujours, j'ai pas la science infuse. Chaque personne a la possibilité de contribuer au débat et participer à l'émancipation de notre pays. Moi, je sais d'apporter quelque chose. D'autres personnes peuvent aussi apporter quelque chose. Donc, on essaie de se compléter. Personne n'a la science infuse, mais toute solution est bonne à prendre pour faire progresser le pays. Je pense que c'est pour l'intérêt du Congo. Monsieur Laurent Ngimbi, vous savez bien que moi également que la souveraineté électrique passe aussi par l'industrie locale. Est-ce que le Congo est capable de fabriquer ses propres poteaux, câbles, transformateurs au lieu de tout importer? Je pense pas que le Congo soit suffisamment
outillés pour produire l'ensemble de ces Les câbles, les des poteaux. câbles, des poteaux. Nous avons des forêts. Oui, des forêts. Oui, on peut produire des poteaux, c'est pas un souci. Mais des câbles électriques, on est obligé de faire comme les autres, importer, acheter, mais acheter des produits de bonne qualité avec qui répondent à des exigences standards, à des normes, de telle sorte qu'on puisse avoir de l'électricité de bonne qualité. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin. Pour tous ceux qui nous suivent, ils comprennent qu'ici, nous avons affaire à un technocrate, quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Alors, monsieur Guy Jared Lolangimbi, si vous êtes, si actuellement, au moment où nous parlons, vous étiez devant le chef de l'État, quelle serait la décision urgente que vous l'aurez proposée pour pouvoir mettre fin à l'obscurité dans le pays? La première proposition que je pourrais dire au chef de l'État, c'est la modernisation de l'ensemble des équipements de production, transport et distribution de l'électricité, de telle sorte que l'ensemble des Congolais puissent avoir une bonne qualité de fourniture de l'électricité. Il y a Dieu le Venganfina, followers de Tcheleka Media qui demande, bâtir pour l'indépendance, est-ce un rêve de technicien ou un plan d'action? Ça peut être les deux, un rêve des techniciens et aussi un plan d'action. Avant de mettre un plan d'action, il faut d'abord que rêver en tant que technicien et le mettre en application. Donc, je pense que c'est les deux. Alors, quel est le premier geste que chaque Congolais peut poser pour aider à atteindre cette souveraineté? Qu'attendez-vous des Congolais? Non, j'attends de Congolais qui respectent les installations, qui commettent pas des actes de sabotage sur ces installations électriques, que ce soit côté production, transport et distribution. Après, le Congolais suivent que des directives aussi au niveau de l'État. Si l'État fournit des bonnes qualités de fourniture de l'électricité, je pense que ça va satisfaire l'ensemble de la population. Merci beaucoup, monsieur Guy Jared Lolangimbi. À présent, je vais vous demander de vous diriger vers la caméra qui est justement devant vous. Vous allez présenter votre livre, vous allez vous adresser à toute la République et vous allez leur dire peut-être, il y a des choses, il y a des aspects que vous n'avez pas pu aborder avec moi. Je vous donne l'opportunité, l'occasion de pouvoir convaincre non seulement les populations, mais aussi le gouvernement, parce que c'est lui qui va acter à ce que vous allez dire. Je suis pas là pour convaincre, je suis là pour vulgariser l'information, sensibiliser, débattre et informer. Dans cet ouvrage, j'essaie de proposer un état de lieux, des recommandations, des solutions. Donc, j'invite à l'ensemble des Congolais de s'y approprier cet ouvrage et d'avoir connaissance de ces informations que j'ai mentionnées dans l'ouvrage. J'espère que ça va édifier beaucoup de gens et permettre à l'ensemble de personnes d'accéder à l'information et vulgariser cette information sur l'énergie électrique au Congo. Merci, monsieur Guy Jared Lolangimbi, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Encore merci à vous. Je réitère encore mes remerciements à l'ensemble de votre équipe, à l'ensemble de Média Tcheleka TV. Encore merci. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On se dit à très bientôt sur Tcheleka Media, plus loin que le puisse voir.